Il est 7h46, bienvenue sur Sud Radio. Comment voit-on, évitons la guerre d'Ukraine en Russie? Nous sommes en direct avec Anne Niva, qui est grand reporter, qui est en Russie et vient de sillonner le pays pour une série de reportages publiés dans le magazine Le Point, dont un cette semaine que je vous invite à découvrir, au cœur du Donbass occupé. Bonjour Anne Niva. Bonjour. Vous y êtes depuis 2 mois. Alors, je le précise, parce que ça a son importance. Seul, sans interprète et fixeur, l'une des rares journalistes occidentales dans ces conditions. Vous connaissez parfaitement la Russie depuis de nombreuses années, parce que vous y avez déjà couvert des guerres, la guerre en Tchétchénie notamment. J'ai vécu 10 ans en Russie. Et vécu aussi, bien sûr. Et puis ces guerres en Tchétchénie, dans le Donbass aussi, depuis 2014. Alors, avant d'ailleurs de nous raconter vos reportages, Anne Niva, comment avez-vous pu travailler ? Écoutez, je ne suis pas la seule reporter occidentale à travailler en Russie. Il y a différents médias qui sont accrédités ici en Russie. Il y a Le Monde, il y a Le Figaro, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des médias, ce sont tous des médias de l'Occident collectif, comme dirait Vladimir Poutine, c'est-à-dire hostile finalement, c'est la rhétorique russe au pouvoir du Kremlin. Mais néanmoins, nous avons des accréditations et nous pouvons travailler. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais rien n'est facile et c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Oui, c'est ça. Alors, dites-nous d'ailleurs, avant de nous raconter ce que vous avez vu là, parce que vous êtes allé dans le Donbass, comment tout d'abord la population, disons la classe moyenne en Russie, vit cette guerre, avec notamment l'embargo? Alors, l'embargo voulait dire les sanctions. Voilà. Les sanctions sont, pour le moment, assez peu ressenties par le russe moyen. C'est justement une des raisons pour lesquelles je venais venir ici, c'était de vérifier si c'était le cas ou pas. C'est-à-dire ce sont plutôt les très riches, les oligarques, ceux qui sont sur les listes des sanctions, qui souffrent de ces fameuses sanctions internationales. Le russe moyen, bon, s'il a une Mercedes, déjà, c'est plus un russe moyen, mais il arrive, même celui qui a une Mercedes, à avoir des pièces de rechange qui arrivent de la Chine, qui arrivent de l'Ouzbékistan, qui arrivent, si vous voulez, d'autres pays voisins de l'immense fédération de Russie et qui ne sont pas sous sanctions. Donc finalement, c'est de nouveau le règne de la débrouille. Mais ça ne veut pas dire que ces sanctions ne vont pas avoir des conséquences plus tard, dans quelques mois, voire dans quelques années. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que le système n'a pas anéanti l'économie russe subitement en quelques mois. C'est trop tôt pour le dire. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on peut dire aussi que la population est derrière ou pas Vladimir Poutine ? Alors ça aussi, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. De l'extérieur, quand on est hors de Russie, on a l'impression que la population russe est tel un seul homme derrière Vladimir Poutine. Quand on est à l'intérieur de la Russie et qu'on parle russe, qui est mon but, bien évidemment, on a une autre impression. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des Russes qui sont derrière Vladimir Poutine, qui sont en faveur de cette guerre. Mais il y en a aussi qui ne sont pas en faveur de cette guerre. Simplement, personne ne peut véritablement publiquement exprimer son désaccord vis-à-vis de cette guerre et par rapport à la politique menée par Vladimir Poutine. Alors, ils peuvent exprimer leur désaccord en privé, comme ils le font quand ils sont avec moi, une journaliste qui parle leur langue et qui leur garantit l'anonymat. Mais publiquement, c'est-à-dire un post sur Facebook ou sur Instagram, qui sont d'ailleurs plus possibles parce qu'ils sont censurés, ils ne fonctionnent qu'avec un VPN. Ou alors sur, disons, la peur d'être dénoncé. Par exemple, un professeur des écoles ne peut pas donner son avis parce que, et ça est déjà arrivé plusieurs fois, que des élèves les dénoncent et qu'ensuite ils soient arrêtés. Donc, en fait, c'est le retour aux discussions quasiment secrètes, officieuses, dans les cuisines, au coin du feu, si je puis dire. Oui, mais ça ne veut pas dire que le russe moyen n'en pense pas moins. Oui. Le russe moyen ne subit pas cette guerre de façon totalement passive, en ne sachant pas ce qui se passe sur le terrain. Il sait ce qui se passe sur le terrain, il sait que la télévision d'État, c'est de la propagande, mais il a son propre avis. Oui, c'est ça. Et puis, il y a quelques jours, je lisais l'un de vos reportages dans le magazine Le Point sur la jeunesse, par exemple, une partie de la jeunesse mobilisée par la guerre, qui est utilisée comme chair à canon aussi.
Oui, mais ça dépend justement quelle jeunesse. Oui, voilà, c'est ça. Il y a en fait différentes Russies, et c'est ça qui fait que le citoyen russe moyen peut éventuellement se révolter, enfin critiquer cette guerre, ce qui ne veut pas dire que demain la Russie sera en révolution, puisque la Fédération de Russie, je vous rappelle, est gigantesque, et c'est l'immensité de ce territoire est un atout pour le pouvoir russe, bien sûr. Mais il y a des républiques dites ethniques, comme la Bouriatie, où j'ai été il y a quelques semaines, comme le Daghestan, dans le Caucase, comme le Tatarstan, etc., où vivent des non-russes, mais qui n'en sont pas moins titulaires d'un passeport de la Fédération de Russie. Donc ils sont soumis à la mobilisation. Ouais. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils sont davantage mobilisés que les Russes ethniques. Donc ils se retrouvent davantage sur la ligne de front, et bien évidemment, ils meurent davantage, donc les cercueils reviennent, et quand les cercueils reviennent, et bien évidemment, les veuves, les sœurs, les mères, les femmes, en gros ce sont quand même des femmes, expriment leur mécontentement, expriment leur souffrance, davantage, si vous voulez, que ceux qui habitent à Saint-Pétersbourg ou à Moscou dans les grandes villes, qui sont moins mobilisés et donc qui souffrent moins de cette guerre. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus de l'Extrême-Orient. Alors vous avez traversé le pays dans un convoi civil russe, direction le Donbass, hein, donc c'est au bout de l'Ukraine qui vient d'être annexée par la Russie, pour aider ce convoi, pour aider directement les soldats russes, hein, c'est ça. Qu'est-ce que veulent ces personnes qui acheminent de l'aide ? Bon, alors d'abord, je voudrais souligner que du point de vue du droit international, la région dans laquelle je me suis rendu appartient à l'Ukraine. Le Donbass. Elle est donc occupée par l'armée russe, c'est donc pour ça qu'on appelle le Donbass russe. Et quand j'étais en Ukraine, puisque j'ai travaillé aussi comme journaliste en Ukraine, je n'ai pas pu me rendre dans ce Donbass occupé par les forces armées russes, parce que cela aurait signifié traverser la ligne de front. Or, ce n'est pas possible. Donc la seule possibilité pour se rendre dans le Donbass occupé par l'armée russe et récemment annexé par les référendums, vous vous en souvenez, c'est de passer par l'intérieur de la Russie. C'est donc ce que j'ai fait. Et là, j'ai pu m'y rendre avec effectivement un convoi de citoyens russes, c'est-à-dire ce sont des hommes russes qui ne sont pas des militaires, ça je tiens à le souligner également, et qui, de leur propre gré, par solidarité avec l'armée, mais ces mouvements de solidarité, je les ai également ressentis, j'ai écrit à ce propos du côté ukrainien, aident l'armée russe. Et pour aider l'armée russe, ils ont décidé, ces personnes, d'apporter des vêtements chauds, d'apporter des gants, d'apporter des valenki, qui sont ces bottes fourrées en feutre avec des semelles en plastique spécifiquement russes, d'apporter des uniformes fourrés, etc., des dessins d'enfants, etc. Donc j'ai décidé de les suivre pour essayer de me rendre compte d'abord si c'était facile ou pas d'y aller. Alors non, c'est pas facile. Et puis, ce que pensaient finalement ces personnes, ces citoyens russes, qui ne sont pas des militaires, qui ne sont pas mobilisés, qui ne sont pas forcément en âge de combattre, et qui finalement combattent, si je puis dire au sens figuré, leur mauvaise conscience de ne rien pouvoir faire de concret sur le front, en apportant de l'aide. Parce qu'ils sont très nombreux à avoir ce genre de sentiments vis-à-vis de l'armée russe. Et même eux, bien sûr, ils soutiennent la guerre dans le Donbass, sinon ils n'organiseraient pas ce genre de convoi. Mais en même temps, ils sont également critiques, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte des manquements de la hiérarchie, du commandement de l'armée russe par rapport à ces soldats, parce que sinon ils ne seraient pas en train de faire des convois pour justement les aider. Donc ils se permettent de critiquer, et ils se permettent d'avoir des débats entre eux. Dans la voiture dans laquelle j'étais, il y avait un diacre, c'est-à-dire un homme religieux de l'église orthodoxe, il y avait un ex-employé des studios de cinéma de Moscou, et il y avait un banquier d'affaires. Donc c'est quand même un attelage assez détonnant, et ils n'étaient pas tout à fait d'accord les uns avec les autres sur non seulement ce que signifierait la victoire pour la Russie, mais également sur l'importance aujourd'hui de ce combat. Et ce sur quoi ils étaient tous d'accord, en tout cas, c'était sur le fait que, bon, évidemment, à leurs yeux, cette guerre est justifiée, mais en même temps, ils n'arrivaient pas à m'expliquer quelles étaient les véritables motivations de cette guerre. Chacun avait son explication, et ça montre bien qu'il n'y a pas une seule explication aux motivations de cette guerre. Aniva, un dernier mot. Comment vous voit-on? Alors vous, évidemment, vous parlez le russe, et donc vous avez une forme de complicité plus simple avec les Russes, mais comment voient-ils les Français, les Occidentaux aujourd'hui?
Alors, écoutez, souvent d'ailleurs, les personnes à qui j'ai parlé m'ont demandé comment les Français voyaient cette guerre, c'est-à-dire par mon intermédiaire. Ils ont très envie de savoir parce que, confusément, ils se doutent que ce que leur dit la télévision d'État russe n'est pas tout à fait conforme à la réalité. Donc, souvent, dans mes interviews, j'étais obligée beaucoup de raconter ce que je pense que les Français pensent de cette guerre, ce qui n'est pas simple non plus à expliquer à un public russe. Donc, ce que je disais généralement, c'est qu'il subsiste en France une curiosité positive, de grande ouverture vis-à-vis du peuple russe, mais qu'il y a évidemment une critique très forte du pouvoir russe, du Kremlin, notamment dans les médias français et dans le personnel politique qui gouverne la France. Ouais, c'est ça. Donc c'est eux qui vous questionnent aussi, bien sûr. Exactement, mais c'est tout à fait normal. Oui, tout à fait. Je pense que c'est normal que ça soit mutuel, les questionnements. Oui, très bien. Merci beaucoup, Anne Niva, d'avoir été en direct avec nous de Russie. Grand reporter donc en Russie depuis 2 mois. Et vos récits à lire dans le magazine Le Point, encore ce week-end, au cœur du Donbass occupé. Donc ce reportage dans le magazine Le Point.